Bonjour à tous, voici le deuxième épisode de la vie de Mozart. Aujourd'hui, nous allons parler des voyages d'enfance de Mozart. En 1762, Wolfgang a 6 ans et il voyage avec son père et sa sœur à travers toute l'Europe. Ils vont dans les grandes cours de Vienne, Munich, Bruxelles, Versailles, Londres. Ils y restent de longs mois. Leur renommée et leur succès grandit de ville en ville. Wolfgang y découvre d'ailleurs, à cette occasion, l'orgue, instrument qu'il chérira toute sa vie. Certains détracteurs ne croient pas au prodige. On l'accuse de tricher. Tantôt il est bête de foire, tantôt il est un miracle. Le garçon parvient pourtant à se faire une place parmi les virtuoses de l'époque. Tout ce monde est impressionné par ce garçon qui joue si bien. Il est reçu dans ses cours afin de démontrer ce talent extraordinaire. Un témoin raconte: la séance qu'ils donnèrent devant les majestés impériales avait duré plus de 3 heures et les grands-ducs et duchesses y avaient également assisté. L'empereur François dit, entre autres choses à Wolfgang, que ce n'était pas difficile de jouer avec tous ses doigts, mais ce qui serait plus malaisé, ce serait de jouer ainsi sur un clavecin qu'on aurait recouvert. Là-dessus, l'enfant se mit aussitôt à jouer d'un seul doigt avec la plus grande agilité. Après quoi, il fit recouvrir les touches et joua par-dessus un drap, tout à fait comme s'il était déjà exercé, souvent, à ce tour de force. On peut se demander si l'enfant appréciait véritablement cette atmosphère courtisane et inattentive entourant les majestés. Mais il jouait le jeu et certainement son tempérament facétieux lui permettait de supporter tous ces petits tours de singe qu'on lui imposait. Mais en réalité, ces voyages ressemblaient beaucoup plus à un itinéraire de forain, errant de ville en ville. Ils ne sont ni invités ni attendus. Ils doivent attendre l'autorisation de présenter leur numéro dans les maisons de noblesse européennes. Et ce, malgré les lettres de recommandation de Léopold, qui ne donnent pas toujours lieu à un entretien. Et ils attendent fort longtemps qu'on daigne les inviter. Et pendant toute cette attente, ils doivent bien sûr trouver la force de travailler, de payer de quoi se nourrir et se loger. Et souvent, le paiement de ces concerts n'est autre qu'une gratification, souvent en cadeau totalement inutile. Ils ont collectionné les montres et autres colifichets à ne savoir que faire. Ils sont dépendants évidemment de l'humeur de l'hôte, de l'affection envers la famille, et ils perdent beaucoup de jours précieux et dépensent leur économie. Cette tradition est héritée certainement des trouvères du Moyen-Âge. Ces musiciens sans grande réputation, ne bénéficiant pas de mécènes réguliers, très peu de ces artistes ont pu s'affranchir financièrement. On sait d'ailleurs que plus tard, Mozart, qui était un protégé de l'archiduc Colloredo, finira justement par s'en affranchir parce que le revers de la médaille était d'être totalement dépendant des caprices de ce cardinal. On soupçonne également pendant ce temps le père de payer les journaux pour faire mention des enfants souvent rajeunis afin que la précocité et le talent éblouissent les spectateurs. Et bien sûr, on imagine pendant toutes ces conditions de voyage une époque où le manque d'hygiène et le froid sont propices aux maladies, des trajets interminables et épuisants pour cet enfant qui va voyager de l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans de manière effrénée. À 14 ans, on peut donc dire qu'il est à l'apogée de sa renommée. Et à son arrivée, que ce soit en Italie ou en Allemagne, sa réputation le précède, ainsi que sa sœur. Il rencontre des mécènes, notamment le Padre Martini, qui va peut-être lui commander Mithridate, son premier opéra, un de ses premiers opéras, on va dire, qui est un énorme succès. Mais on voit aussi que finalement, c'est déjà le déclin de la carrière européenne de Mozart. Et notamment, Vienne, qui l'a tant adulé, lui tourne le dos
car à cette époque, Vienne cherche sans arrêt la nouveauté. Il fera tout pour la reconquérir et écrira d'ailleurs la Flûte enchantée à la fin de sa très courte vie en allemand pour séduire les Viennois, ce qui ne sera pas forcément un grand succès à ce moment-là. Il enchaîne donc des échecs et finalement le père et le fils décident de repartir. J'aimerais ensuite vous lire une lettre qu'il a écrite à la fin de sa vie pour décrire ce personnage hors du commun qui parle de son processus de création. Quand je suis en forme, en bonne condition physique, comme dans une voiture, en voyage, ou en me promenant après un bon repas, ou la nuit si je n'arrive pas à dormir, c'est alors que les idées me viennent à torrent le plus volontiers. D'où, comment, je n'en sais rien. Je n'y peux rien. Je garde celles qui me plaisent dans ma tête et je me les fredonne. C'est ce que les autres me disent, en tout cas. Si je m'y attache, il m'apparaît alors peu à peu la manière de m'y prendre pour leur faire un bon pâté de ces morceaux, selon les exigences du contrepoint, des timbres, des instruments. Mon cerveau s'enflamme, surtout si on ne me dérange pas. Ça pousse, je le développe de plus en plus, toujours plus clairement. L'œuvre est alors achevée dans ma tête, ou vraiment tout comme, même si c'est un long morceau. Et je peux alors embrasser le tout d'un seul coup, comme un tableau ou une statue. Dans mon esprit, je n'entends pas l'œuvre dans son déroulement, mais je la tiens tout d'un bloc, pour ainsi dire. Et ça, c'est un régal. L'invention, l'élaboration, tout cela ne se fait en moi que comme un rêve magnifique et grandiose. Mais quand j'en arrive à entendre ainsi la totalité assemblée, c'est le meilleur moment. Comment se fait-il que je ne l'oublie pas comme un rêve ? C'est peut-être le plus grand bienfait dont je dois remercier le Créateur. Et voilà, c'était le 2e épisode de la vie de Mozart. À bientôt!